la plus riche héritière au monde pendant la Première Guerre mondiale. Elle a fait partie des mouvements de philanthropie américaine très importants pendant la Première Guerre mondiale, j'en dirai un mot là tout à l'heure. Et elle a eu le souci, au lendemain de la Première Guerre mondiale, de créer un tout petit musée, c'était minuscule à l'époque, à la mémoire des volontaires américains. Et c'est à partir de là qu'a été créé donc, le musée qui s'est développé depuis et qui maintenant est donc un musée national qui traite des relations, pas toujours amicales d'ailleurs, entre les Français et les Américains. Alors on va démarrer par donc le titre « Lafayette, nous voilà » et puis cette image de Lafayette, cette image qui nous montre le soldat américain avec Lafayette sur l'avant du bateau. Ça, c'est un peu provocateur de ma part parce qu'il y a toujours la mythique qui veut que les Américains seraient entrés en guerre parce que il y a la mémoire de l'aide française pendant la guerre d'indépendance américaine. Lafayette, alors on parle du général Lafayette, ce qui est complètement faux parce que Lafayette était général américain, ça n'a jamais été un général français. Il a été nommé, général par Washington pendant la guerre d'indépendance américaine. Donc la guerre d'indépendance américaine, comme vous le savez, c'est la fin du XVIIIe siècle. Alors en fait, encore aujourd'hui d'ailleurs, la fête de l'indépendance, c'est donc le 4 juillet, c'est l'Independence Day. Encore cette année, comme tous les ans, il y a une délégation française et américaine qui va se recueillir sur la tombe de Lafayette au cimetière Picpus à Paris, puisque Lafayette, effectivement, est considéré comme un des pères fondateurs des jeunes États, des États-Unis d'Amérique. Alors, en vérité, ça fait partie de la mythique, puisque quand démarre la Première Guerre mondiale, en dehors d'une minorité qui est assez aisée, en gros, c'est soit les descendants de ceux qui ont participé à la guerre d'indépendance américaine des deux côtés de l'Atlantique, et les familles aisées, finalement, les Américains qui, en plus, dans notre imaginaire, on pense aux Américains comme une nation tout à fait unie, etc. Quand démarre la Première Guerre mondiale, ça c'est complètement faux, puisque les soldats qui par la suite vont débarquer, ils appartiennent, en fait, c'est des premières, la plupart sont des premières, deuxième génération issues d'immigration. Donc on va avoir affaire à des gens qui finalement arrivent un petit peu de toute l'Europe. Et d'ailleurs ça va créer un problème parce que quand il va falloir les former, il y en a énormément, il y en a des milliers qui parlent même pas anglais. Voilà. Donc là, c'est juste pour vous dire qu'il va y avoir de la propagande qui va être faite autour de la notion de la liberté, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est vraiment de la provocation de ma part. Et il y a également l'histoire, donc Pershing, quand il arrive à Paris en juin 17, on dit qu'il va se recueillir sur la tombe de Lafayette, il était avec le colonel Stanton, qui aurait dit, parce qu'on dit toujours, il y a eu un discours, et Stanton a dit les Français nous ont aidés, nous n'avons pas oublié, Lafayette nous voilà. On n'est pas sûr que ce soit vrai, ça fait peut-être partie d'une légende. Voilà, donc ça c'est ma petite introduction. Alors, on va repartir un peu en arrière parce que avant l'entrée en guerre officielle des Américains en 1917, il s'est déjà passé quand même pas mal de choses. On en a parlé tout à l'heure, en particulier, je ne sais plus si c'est, je ne sais plus qui en a parlé, avec effectivement les milieux d'affaires américains et les banquiers qui vont, malgré le fait que la politique américaine soit déclarée isolationniste, alors en plus un isolationnisme à géométrie variable, ils vont commercer avec tous les belligérants, ce qui fait que les États-Unis, quand ils vont entrer en guerre en 1917, ils ont quand même un niveau économique beaucoup plus élevé que d'autres pays. Alors, comme je vous l'ai dit, ils ont des liens historiques avec la France, mais dans certains milieux. La propagande allemande est mal perçue dans certains milieux, dans d'autres milieux, elle est très bien perçue. Et il faut savoir que pendant la guerre, la communauté allemande, qui est quand même assez importante aux États-Unis, c'est plusieurs millions de personnes issues de l'immigration allemande, va faire une propagande qui est quand même assez musclée. Ils vont d'ailleurs recommencer pendant la Seconde Guerre mondiale. Paris, c'est un centre international où vit une très grande communauté américaine, c'est 6000 Américains, plus tous ceux qui viennent pour des voyages d'affaires, etc., donc des artistes, des hommes d'affaires, etc. Dès août 1914, c'est une communauté qui se mobilise et qui va commencer des campagnes de dons, de l'argent, du matériel, des voitures. Et il va y avoir des dizaines et des dizaines d'associations qui vont se créer pour aider les Français. Alors, il ne faut pas se leurrer, tous ces gens-là, c'est, et à la différence des volontaires pendant la Seconde Guerre mondiale,
Leur catégorie socio-professionnelle pendant la Première Guerre sont des personnes qui sont de milieux assez aisés. C'est très différent de ce qui va se passer pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est plutôt des milieux d'affaires, plutôt des gens qui ont eu les moyens d'aller en France à ce moment-là. La grosse majorité, c'est ça. Alors, Anne Morgan, notre figure tutélaire du musée de Blérancourt, on dit toujours qu'elle a été pionnière. Or, Anne Morgan, elle entre en jeu par rapport à ça. Bon, déjà, c'est plutôt 1915, c'est pas elle qui a créé l'association des American Fund for Fresh Wounded. Et pendant ce temps-là, il y a déjà plein de gens qui se sont mobilisés. Donc vous avez Mrs. Bliss pour un service de distribution pour les ambulances militaires, en comprendre non pas des ambulances roulantes, mais des hôpitaux au front. Les American Hostels for Refugees de Edith Wharton, donc l'écrivain Edith Wharton, etc., etc., etc. La liste est extrêmement longue. Vous avez un rôle central qui est joué par l'hôpital américain de Neuilly, petit hôpital qui existe avant le début de la guerre, mais qui va se développer énormément et qui va soigner des dizaines de milliers de soldats pendant la guerre. Tout ça, ça tourne toujours autour du même milieu, cette communauté, avec en particulier l'ambassadeur Myron T. Eric et différentes personnalités dont on retrouve toujours les noms dans toutes ces associations. En gros, tout le monde connaît tout le monde dans ce milieu-là, et dont Anne Morgan, d'ailleurs, qui connaît tout le monde, forcément, elle est très connue, puisqu'elle a beaucoup d'argent, et son père était très connu. On va aller très très vite. Voilà. Donc, parmi les volontaires américains, vous avez ceux qui se battent. Alors ceux qui se battent, c'est ceux qui sont entrés dans la Légion étrangère. Alors très souvent, quand on parle des Américains dans la Légion étrangère, on a l'impression qu'ils sont des milliers, ils ont été très présents, etc. Ça, c'est une image qui est totalement fausse. Il y a une thèse de doctorat qui a été faite sur ce sujet-là, sur les étrangers dans la Légion étrangère. En fait, les Américains, ils sont 200. Alors une des raisons, c'est-à-dire beaucoup moins nombreux que d'autres nationalités qui entrent dans la Légion étrangère. Alors pourquoi ils ne sont pas très nombreux? Alors une des raisons qui est évoquée, c'est que la Légion il y a eu des articles parlant de la Légion étrangère au début du XXe siècle, et on la confond avec les bataillons d'Afrique. Les journalistes ne font pas la différence. Les bataillons d'Afrique, c'est un bataillon disciplinaire. Donc les Américains, ils n'ont pas du tout envie d'entrer dans des bataillons disciplinaires. Donc ça, c'est une des raisons. Par contre, ils vont avoir apparemment une conduite assez exemplaire pour certains. Alors parmi ces gens qui entrent dans la Légion étrangère, on trouve bien évidemment les pilotes de la fameuse escadrille Lafayette. J'ai marqué escadrille française parce que contrairement à ce qu'on raconte tout le temps, c'est pas une escadrille américaine, c'est une escadrille qui est commandée par Thénault avec son adjoint de modelage. Donc c'est vraiment un commandement français, c'est-à-dire qu'on va créer une escadrille avec des pilotes majoritairement américains comme Rockwell et puis Lufbery, l'Astésas américain. Et cette escadrille, soit dit en passant, il y a 2 films qui existent sur cette escadrille, mais il y a plein d'erreurs historiques dedans. Donc si vous pouvez la regarder, c'est très romantique, il y a plein d'histoires là-dessus, mais il manque encore quelque chose d'un peu plus historique sur le sujet. Cette escadrille, j'en parle parce que on va s'en servir pour faire de la propagande. C'est-à-dire qu'il va y avoir des articles qui vont être écrits, qui vont être publiés aux États-Unis, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils ont une victoire, enfin tout ce qui se passe concernant l'escadrille, on va le retrouver dans les journaux américains, et ça permet de faire de la propagande. Qu'est-ce que font nos boys, puisqu'on va retrouver ça sur d'autres affiches, en France. Parce que tous ces milieux de volontaires, quand on parle de philanthropie en Amérique, ça veut dire que forcément il y a des rapports qui se sont faits, on raconte ce qu'on est en train de faire, ça existe encore actuellement dans la philanthropie américaine. On fait des rapports parce qu'on doit faire des levées de fonds. Si on veut faire des levées de fonds, ça veut dire qu'il faut faire quasiment de la propagande, il faut faire de la publicité sur ce qu'on est en train de faire. Ce qui veut dire que tous ces gens, tous ces volontaires, ils vont faire connaître ce qu'ils sont en train de faire, et c'est également dans ce milieu-là que va émerger une véritable propagande pour l'entrée en guerre des Américains auprès de la France, auprès des Alliés. Mais ça ne va pas complètement marcher, enfin c'est un des facteurs qui permet l'entrée en guerre des Américains, mais pas que, il y a plein d'autres raisons. Alors là, je vous montre la célèbre, je dis, parce que c'est vraiment un élément de tradition de l'actuelle escadrille de chasse 2-4, mais ça, c'est chez nous, ça fait partie de nos collections. Donc la bouteille de la mort de l'escadrille Lafayette,
C'est une bouteille de brandy sur laquelle vous retrouvez l'insigne de l'escadrie, l'emblème qui avait été peint, comme pour d'autres unités, pendant la Première Guerre mondiale. Et la tradition dans l'escadrie, c'est que quand on avait une victoire, on avait le droit de boire un petit peu de cette bouteille et on signait l'arrière de la bouteille. Alors je ne vous ai pas montré l'image de l'arrière de la bouteille, c'est très émouvant parce que les premières dates c'est le 12 octobre 1916 et 12 octobre 1916 c'est une mission pendant laquelle Norman Prince, qui est un des fondateurs de l'escadrie, il va être grièvement blessé et il meurt 2 jours après. Donc c'est une pièce qui est vraiment très émouvante. Donc comme je vous en parlais, il y a une véritable propagande qui se développe aux États-Unis, mais c'est vraiment une minorité qui fait cette propagande. C'est-à-dire c'est ces milieux qui sont relativement aisés, c'est ces milieux qui participent de l'aide philanthropique auprès des Français. Donc on va faire des collectes de fonds pour édifier des monuments commémorant l'aide française à la guerre d'indépendance. Vous l'avez vu tout à l'heure, la liberté dite éplorée qui est à côté du musée de la Grande Guerre de Meaux est réalisée. On donne donc la commande à Mac Moniz. Et Mac Moniz, c'est un artiste américain qui vit à Giverny, qui a donc plein de copains français, et en particulier dans les milieux artistiques. Et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles on va lui donner la commande. Alors pour la petite histoire, dans les milieux artistiques, et en particulier à l'école des Beaux-Arts de Paris, vous avez une association qui va être créée par les artistes américains qui sont à l'école des Beaux-Arts, et ils vont aider donc leurs copains qui sont dans les tranchées, ils vont leur envoyer des colis, ils vont faire plein de choses. Il y a donc également des tableaux patriotiques d'autres artistes, comme Shahid Hassam, qui est un peintre impressionniste américain, et il a toute une suite de tableaux patriotiques, de drapeaux. Shahid Hassam, c'est pareil, c'est quelqu'un qui a été formé à Paris et qui a donc plein de copains français, plein de copains artistes français. Donc là, je vous montre l'avenue des Alliés. Alors son titre c'est l'avenue des Alliés, 1918, c'est ce qui est inscrit en bas du tableau. Et c'est très certainement un tableau qui représente un défilé de propagande dans la... Alors ça c'est plus tard, c'est après l'entrée en guerre évidemment, parce qu'on voit donc des drapeaux français, des drapeaux américains, et surtout on voit, je ne sais pas si vous le voyez, on voit Buy Liberty Bonds. Ça prouve que c'est un défilé de propagande, et je vais vous montrer tout à l'heure une affiche, c'est-à-dire qu'on va inciter les Américains après l'entrée en guerre à acheter donc des bons d'emprunt. Donc il y a plusieurs emprunts qui vont être lancés. Alors, vous avez également, je vous parlais donc de la publicité qui est faite autour de ces associations de volontaires, donc des affiches, des brochures, des films, et là je vous montre en particulier, donc, bon, c'est pour la petite histoire, juste pour vous montrer qu'on a la seule ambulance au monde originale de l'American Field Service, donc l'American Field Service, qui est au départ le service de transport de l'hôpital américain de Neuilly, et qui va devenir une entité indépendante sous la houlette d'Abraham Piat-Andrew à partir de 1915, puis va réintégrer l'US Army à partir de l'entrée en guerre, quand il arrive, donc on va dire fin 1917-1918. Et vous voyez à droite, c'est une affiche de film, c'est un film qui a été tourné en 1916, c'est un petit film en noir et blanc qui dure à peu près 20 minutes et qui montre donc les ambulances de l'American Field Service et qui montre les boys. Et on voit en particulier Abraham Piat-Andrew qui en gros arrête pas de se montrer et fait vraiment sa star dans ce petit film. Et c'était ce genre de film qui était projeté aux États-Unis pour faire de la propagande, pour obtenir des dons. Mais en même temps, l'effet rebond, puisqu'il y avait plein de communautés, plein de comités plutôt, qui existaient sur tout le territoire américain, et en particulier pour l'American Field Service, et en particulier dans les universités, ça permettait également de montrer ce qui se passait en Europe. Alors, on en a parlé plusieurs fois, il y a différentes personnes qui ont évoqué la situation, donc 1917, la Fayette, nous voilà. Donc qu'est-ce qui se passe ? Il y a plusieurs raisons pour l'entrée en guerre des États-Unis. Donc il y a à la fois en partie cette propagande qui est menée dans les journaux par des affiches, par des films, etc., par tout ce mouvement philanthropique, tous les comités qui existent sur le territoire des États-Unis. Vous avez également la guerre sous-marine à outrance. Alors la guerre sous-marine à outrance, si on vous dit ça, on n'a rien dit de plus. C'est surtout parce que cette guerre sous-marine à outrance, parce que souvent on parle du Lusitania. Le Lusitania,
va y avoir, on va dire, un scandale dans certains milieux américains, donc ça c'est en 1915, en mai 1915, mais surtout le problème c'est que les convois maritimes des Américains qui traversent l'Atlantique, et ben, ils ne peuvent plus vraiment traverser l'Atlantique parce que même s'ils mettent des beaux gros drapeaux américains, à un moment, les sous-marins, non seulement ils peuvent leur tirer dessus, mais en plus de ça, ils tirent sans sommation. Ce qui, dans la pratique et dans la tradition maritime, est totalement scandaleux d'ailleurs, hein, puisque normalement un bateau était censé attaquer en faisant des sommations, etc. Donc c'est ce qui va être reproché aux Allemands, d'où... alors je me souviens plus déjà comment ça s'appelle, c'est la... Enfin, les Allemands acceptent de se mettre un petit peu en retrait pendant quelques mois. Donc en 1916, c'est un petit peu en stand-by. Et il y a le... Comment ça s'appelle? C'est pas le traité du Sussex, mais je me souviens plus de... il y a une sorte de convention qui fait qu'ils vont accepter d'arrêter d'attaquer les convois. Enfin, vous a expliqué qu'après ça va repartir, etc. Donc ça repart à partir de janvier 1917. Et donc ça va quand même pas mal énerver les milieux d'affaires. Et puis effectivement les tentatives allemandes au Mexique, et on a découvert il n'y a pas longtemps, ils ont fait des fouilles archéologiques là-bas, ils ont découvert qu'effectivement les Mexicains ils étaient armés, ils avaient des munitions allemandes et ils avaient des armes allemandes. Voilà, donc c'était pas uniquement les inciter à entrer en guerre contre l'Amérique, c'était également de leur fournir des armes. Donc le 2 avril 1917, le président Wilson demande au Congrès de voter l'entrée en guerre. Là, vous voyez le message du président Wilson lu au Congrès des États-Unis d'Amérique le 2 avril 1917. Il ne vous aura pas échappé que le texte est en français, ce qui veut dire qu'il va y avoir également de la propagande sur ce genre d'action, puisqu'à partir du moment où les États-Unis entrent en guerre, en France, et ça a été dit tout à l'heure, les soldats français attendent vraiment, comme le Messie, l'arrivée des soldats américains, et donc du coup on va avoir des articles qui vont paraître dans les journaux et on va traduire en français le discours de Wilson au Congrès. Alors les difficultés de l'entrée en guerre. Alors d'une part, et on l'a dit tout à l'heure, il y a une sorte d'armée américaine qui existe, en gros ils doivent être à peu près 200 000 soldats. C'est un conglomérat entre la garde républicaine, ceux qui gardent les frontières. Pershing, qu'on voit à droite, représenté par le peintre Bouchard, le peintre français Bouchard, il fait partie de l'expédition punitive au Mexique contre Pancho Villa. Donc c'est quelqu'un qui a une vraie pratique de la guerre, mais la guerre au Mexique, et en plus c'est plutôt, les militaires ici présents me contrediront peut-être, mais peut-être plus une guerre de guérilla. C'est-à-dire que c'est pas l'équivalent de ce qui se passe en Europe à l'époque. Par ailleurs, vous voyez cette fameuse affiche qui d'ailleurs se retrouve dans le musée de la Grande Guerre de Meaux et qui fait partie également de nos collections. Alors l'affiche, tout le monde la connaît, la plupart du temps on ne sait même pas comment dirais-je, à quel moment elle a été créée. Elle a été créée parce que il faut recruter des Américains. Ce qui se passe, c'est que les Américains, les jeunes Américains, ils ne sont pas du tout concernés par la Première Guerre mondiale, par la guerre. Ils n'ont pas forcément envie de se faire recruter, donc il va falloir faire un énorme effort de propagande. Et dans le cadre de cette propagande, on va demander à des illustrateurs de créer des affiches. Et donc là, vous avez une des affiches les plus connues, c'est l'affiche de Montgomery Flagg, qui reprend une affiche britannique. Apparemment il se représente lui-même et il reprend l'image de l'oncle Sam qui jusque-là était plutôt une image caricaturale. C'est en gros à peu près à ce moment-là que l'oncle Sam, ça va vraiment devenir plutôt l'image de l'Amérique triomphante. Et alors qu'est-ce qu'il dit? C'est I want you for US Army, et on va recruter. Donc dans le même temps, il y a des conférences qui sont données, il y a des défilés de propagande, enfin il y a un énorme effort qui est fait aux États-Unis parce que sinon personne ne serait venu pour se battre. Par ailleurs, il va falloir financer l'envoi d'une armée qui est donc la première vraie armée nationale. Alors, j'ai oublié de vous dire qu'évidemment, on met en place un système de conscription qui n'existait pas jusque-là aux États-Unis. C'est la première fois qu'ils vont avoir une vraie conscription.
Et là, c'est la... Je ne vous ai pas montré d'autres affiches parce que celle-là, c'est le 4e emprunt. Et j'ai voulu montrer celle-ci parce que qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre une statue de la liberté avec les flammes autour. Parce que c'est un discours qu'on va retrouver chez les Américains. Ils ont été touchés plus ou moins par l'attaque contre le Lusitania. Ils ont été également influencés par un rapport britannique qui parle des barbaries commises par les Allemands. Et donc il va y avoir l'idée de... c'est un idéal, on a parlé tout à l'heure de l'idéalisme américain. L'idée c'est, on va dire qu'on va aller défendre la liberté contre les barbares. C'est-à-dire qu'on représente les Allemands comme des barbares. Il y a d'ailleurs une des affiches, l'exposition dont vous a parlé Elena tout à l'heure, toute la suite d'affiches qui va d'ailleurs, l'exposition va passer à Blérancourt également, mais comme on est séparés, on espère que les visiteurs viendront des deux côtés. Il y a une des affiches qui représente une sorte de 1 qui est très très sanglant, qui est caché comme ça, prêt à bondir. Voilà, donc c'est toujours l'idée de lutter contre la barbarie. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Cette liberté ne va pas périr et il faut donc acheter les bons de la liberté. Donc c'est ce qu'on retrouve dans toute l'iconographie. Alors les débarquements américains. Alors, c'est pas un vrai débarquement. Le tout premier, c'est le 13 juin 1917. Pershing arrive à Boulogne, qui est un port distinct de Dunkerque. Alors pourquoi Boulogne? Parce que c'est un port qui est moins occupé, enfin moins utilisé par les Britanniques. Donc c'est plus facile de le faire arriver. Il arrive avec quelques dizaines d'officiers et de soldats. Ils ne sont même pas 200 hein, sur l'Invicta, qui est un bâtiment de la marine britannique. Le même jour, bon, il est accueilli par le commandant de la zone nord. Il y a également l'amiral Ronark. L'amiral Ronark, c'est donc l'amiral des fusiliers marins, la bataille de Dixmude, etc., qui monte à bord. Il y a des journalistes qui sont sur les quais qui vont essayer de l'interviewer. Bon, il va y avoir quelques articles qui vont passer dans les journaux, mais il n'est pas vraiment fêté par la population. Il part directement à Paris et il va directement commencer à organiser comment dirais-je, l'arrivée des futurs soldats américains, puisqu'à l'époque ils ne sont même pas encore recrutés, et surtout l'organisation des bases américaines en France. Donc il va directement aller voir les états-majors. Je vous rappelle que Pershing, et je crois que ça a été dit tout à l'heure, l'idée c'est pas du tout de le mettre sous commandement français. L'idée c'est qu'en fait il va être relativement autonome par rapport aux autres. Alors là, je vous ai mis donc une œuvre qui est au musée de Blérancourt. C'est une œuvre de Laboureur. Laboureur, c'est un artiste qui est français, qui est de Nantes, de Saint-Nazaire, pardon. Enfin, j'ai un doute, et qui a voyagé aux États-Unis à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Donc c'est un parfait américanophile. Et par ailleurs, il a fait sa formation d'artiste à l'Académie Julian. L'Académie Julian à Paris, c'est une académie qui était fréquentée par des Américains. Donc encore une fois, c'est quelqu'un qui, dès sa jeunesse, a fréquenté des Américains. Donc lui va représenter les Américains qui débarquent à Saint-Nazaire, et on sait qu'à Saint-Nazaire, quand ils arrivent un petit peu plus tard, en juin 1917, ils ne sont pas encore aussi nombreux que les débarquements de 1918. Ils arrivent avec leur première tenue, donc on la verra tout à l'heure, la tenue, et on reconnaît, enfin, je ne sais pas si c'est assez grand pour vous, ils ont des petits chapeaux, ils n'ont pas du tout encore le casque, le casque britannique, dont ils seront dotés par la suite. Et Laboureur représente également des scènes d'amitié entre les marins américains, les marins français, etc. Et puis il montre également la situation des dockers américains qui, sans surprise, sont en majorité des... Alors maintenant on dit des Africains américains, hein, pour les Américains, sinon les Noirs américains. Voilà. Ce qui va beaucoup marquer les Français, puisque maintenant, petit à petit, je vais passer à comment les Français voient les Américains. Ça va être la création des bases américaines en France. Donc je vous en cite quelques-unes, hein, les grands ports, Saint-Nazaire, Brest, qui deviennent des vraies villes américaines avec des dizaines de milliers d'Américains qui vivent sur place. Et puis des bases de transit comme Châteauroux et Tours, ainsi que des centres hospitaliers. Alors là, qu'est-ce que je vous ai montré? Je vous ai montré, c'est une caricature, donc c'est un artiste qui a fait tout de suite de caricatures sur les Américains, et qui montre quoi? Donc sans surprise,
comment dirais-je, un militaire qui fait de la comptabilité et qui fait de la logistique avec les petits chemins de fer par derrière. Les Français ont été absolument ahuris par la rapidité avec laquelle on va monter les bases américaines en France, et ils vont être extrêmement étonnés par la logistique développée par les Américains. Et ça va être des bases américaines qui vont compter donc des installations totalement industrielles, avec des abattoirs industriels, des boulangeries industrielles, etc. Donc on va dire que ce personnage symbolise tout à fait ce que vont voir les Français. Alors le soldat américain, quand il arrive en France, on l'a vu tout à l'heure dans la vitrine, il arrive avec son équipement, en gros c'est l'équipement du Mexique. Alors, en même temps, il y a certains soldats américains qui, bon, en gros, ils arrivent du Far West, hein, avec leurs carabines sur l'épaule, et il y en a, ce sont des tireurs d'élite, hein, ce qui veut dire que, moi je dis en riant quand je fais des visites dans le musée, hein, c'est peut-être les premiers snipers de l'histoire. Voilà. Alors ils vont être totalement rééquipés, ça va commencer très très vite, parce que de toute façon avec un tel équipement, on ne peut pas les envoyer dans les tranchées, ils vont être équipés avec le casque britannique, les premiers uniformes américains tels qu'on les voit. Si on regarde les coutures à l'intérieur, les petites étiquettes, vous voyez en fait en 1917 c'est fabriqué en Angleterre, alors qu'en 1918 les uniformes américains ils sont fabriqués en Amérique. Donc c'est assez intéressant de regarder les petites étiquettes si elles ne sont pas totalement décolorées. Et ils vont être effectivement équipés avec le fusil Lebel. Vous voyez qu'il tient à la main, alors là ça ne se voit pas très bien sur la photo, il tient le casque allemand à pointe, ce qui en fait, alors Ducoing, je vais vous préciser, Ducoing il a dirigé la manufacture de Sèvres, donc manufacture de porcelaine qui faisait également des biscuits, etc. Et la manufacture de Sèvres, elle avait l'habitude de faire des petites statuettes comme ça pour différentes choses. Alors soit on faisait des monuments en réduction, ça c'est une tradition qui existe depuis le XVIIIe siècle d'ailleurs. Et donc là, ça veut dire que ça c'est en grès et ça a été très certainement diffusé de manière très importante. Alors le casque à pointe, on sait que c'est quelque chose qui, quand Ducoing fait cette statuette est déjà relativement archaïque, mais c'est une volonté symbolique de montrer que le soldat américain va être vainqueur de la barbarie contre ce qu'on appelle la barbarie des Allemands. Voilà. Alors, les soldats américains vus par les Français, alors évidemment le SAMI, on appelait jusque-là le soldat britannique le Tommy, donc on va appeler le soldat américain le SAMI. C'est une sorte d'appellation un peu sympathique. On attend, alors la baïonnette c'est une revue, donc, vous voyez que c'est un numéro de septembre 1917, c'est une revue qui est, on va dire, plutôt amusante, parfois un petit peu caricaturale, mais qui en même temps, pour les forces alliées, va être quand même assez sympathique. Donc on représente les SAMI, les Français attendent vraiment l'arrivée des soldats américains. Et on va représenter, donc le SAMI, là vous voyez, il a donc son chapeau en feutre, hein, qui fait que d'ailleurs très souvent on le confond avec le soldat australien. Et ce qui va également frapper les Français, c'est le fait que les Américains, et d'ailleurs ça existe encore, ils ont un respect pour le drapeau qui est absolument incroyable. Et donc les soldats français, quand ils vont lever le découleur, la descente des couleurs, ils font ça, bon, c'est fait réglementairement, mais sans plus. Les Américains, ils ont vraiment un respect du drapeau qui fait que quand ils descendent les couleurs, ils vont piller le drapeau, etc. Enfin, j'imagine que les soldats français, ça a dû vraiment les stupéfier. Donc on représente le SAMI. Et puis surtout, c'est sauver la liberté et hardi les gars j'arrive. Donc qu'est-ce que vous voyez sur cette illustration? Vous voyez le libérateur. On voit en arrière-plan la statue de la liberté, donc toujours l'idée de on va défendre la liberté. Et vous voyez donc à gauche un soldat britannique, à droite un soldat français. Ils sont agenouillés, ils sont à terre, on montre qu'ils sont très fatigués après toutes ces années de guerre, alors que le soldat américain arrive, il est en pleine forme. Et il est là, il va encourager donc les autres soldats et leur dit « j'arrive, tenez bon ». Donc en gros, ça va être ce qu'on va retrouver dans pas mal d'illustrations comment dirais-je, de propagande. Alors, ça on en a parlé tout à l'heure. Donc évidemment le poilu, il a l'air d'être très fatigué, il est, comment dirais-je, il a les épaules basses.
alors que le soldat américain, donc ça s'appelle l'ami américain, le titre c'est Two Friends, 1918. Le soldat américain a l'air d'être tout frais, il est en pleine forme. Alors en même temps, c'est une image, cette image que je vous montre, elle est un petit peu fausse parce qu'on a l'impression que le soldat américain est très discipliné, il est vraiment au garde à vous, etc. Et ça, c'est pas vrai parce qu'il a fallu les entraîner très très vite. Ils vont être formés en particulier par les chasseurs alpins en 1917, les chasseurs alpins. L'américain qui relate la formation des Boys par les chasseurs alpins. Les chasseurs alpins, ils vont devenir relativement célèbres aux États-Unis, les chasseurs alpins français bien évidemment. Et donc on va envoyer un petit contingent de chasseurs alpins aux États-Unis, ils vont défiler dans différentes villes et ça va participer également de la propagande pour favoriser l'emprunt de la guerre aux États-Unis. Alors pour en venir donc à l'attitude de ce soldat américain, en réalité ils ont un maintien qui est beaucoup plus relax que les soldats français. Je vous le dis dans les termes vocabulaire de 2017, c'est-à-dire que dans l'armée américaine, il y a beaucoup moins... un soldat de base peut s'adresser directement à son officier, ça pose pas de problème, alors que ça n'existe pas du tout dans l'armée française à ce moment-là. Ce qui veut dire que, en plus, ils sont plutôt, bon, ils font beaucoup de sport, ils ont une attitude vraiment beaucoup plus, on dirait, beaucoup plus cool. Voilà. Donc c'est pas vraiment représenté, mais ça va pas mal marquer les soldats français. Alors évidemment l'imagerie d'Épinal. Alors ce qui frappe quand on voit ça, c'est bon, le nombre, etc. Mais ce qui frappe également, c'est tout en bas. On représente donc les infirmières, hein, donc toutes les forces hospitalières qui arrivent avec les unités de l'US Armée, le médecin, etc. Et puis à droite, on retrouve donc la question de la logistique et l'arrivée de tout le matériel avec les Américains. Parce que ça frappait tout le monde. Ils arrivent avec des tonnes de matériel, avec des bases qui sont installées très rapidement. Ou alors là, on voit rien du tout. Ah si, là on voit quelque chose. Alors, il y a également le cow-boy. Alors là, je vais me servir d'un dessin de Jean Hugo. Jean Hugo, c'est un artiste hein, qui est un descendant de Victor Hugo, donc l'écrivain. Et c'est un cubiste. Alors, lui, Jean Hugo, il est soldat, il va se battre dans les tranchées, il va être blessé, et il va être réaffecté, comme il sait parler anglais, on va le réaffecter comme interprète. Donc ça me permet de vous parler du rôle des interprètes, puisqu'il va y avoir des unités d'interprètes qui vont être créées au sein des armées. Alors évidemment, ces soldats américains, déjà il y a la question de la langue anglaise, tout le monde ne la parle pas, donc on va se débrouiller pour pouvoir les former. Mais même s'ils la parlent, on va avoir besoin d'interprètes. Les soldats américains, quand ils arrivent en France, ils vont avoir un petit manuel, et dedans on leur donne quelques mots de français à prononcer, l'attitude à avoir, etc. Ce qu'on retrouve dans les autres guerres après. Alors ils se débrouillent comme ils peuvent, hein, puis les relations avec la population, c'est pas toujours au beau fixe. Et d'ailleurs, on sait que pour la population française, ça n'a pas toujours été évident, parce que comme les soldats américains arrivent avec une solde beaucoup plus importante que les soldats français, ça va faire monter les prix dans les localités où ils se trouvent, et ce qui fait que dans les localités du nord de la France, où déjà la population est soumise à... Enfin, vers le nord de la France, où déjà la population est soumise à des restrictions, si en plus ça fait monter les prix, c'est très très difficile pour une population. Du coup, il va y avoir des lettres, comment dirais-je, de protestation émises par les maires de certaines communes. De plus, ils ont une manière de vivre, hein, qui d'ailleurs petit à petit va se répandre. Ils ont, grâce au YMCA, le YMCA, donc c'est une structure, on va dire, d'inspiration, enfin c'est même pas d'inspiration, c'est chrétien. L'idée c'est de permettre aux soldats d'écouter de la musique, d'assister à des concerts, on organise des matchs de foot, on leur propose des bibliothèques, etc. Donc chaque base américaine a un club YMCA. Voilà, on connaît YMCA maintenant à cause de la chanson, mais à l'époque, le YMCA, c'est quelque chose, c'est une institution qui avait été créée aux États-Unis pour s'occuper, c'était des clubs d'ouvriers au départ, et en fait, ils vont s'occuper également des soldats. Ce qui veut dire que les soldats, ils ont une vraie vie de loisirs, et ça, les Français, ils connaissent pas forcément, et en tout cas, à l'époque, ça n'existe pas forcément pour les soldats français, en tout cas pas à cette dimension-là.
Il y a également l'idée qu'on va découvrir, pour certains, ils n'arrivent pas tous de la côte est américaine, hein, ils peuvent arriver donc de province où ils font de l'équitation, et bon, là, Jean Guo, qu'est-ce qu'il représente? Il représente ce que certains vont voir, c'est dire des gars qui font, je sais pas comment on dit, ils chevauchent comme des cow-boys. C'est des cow-boys en fait. Et donc ça va également influencer. Alors évidemment, il y a la question des minorités de l'armée américaine en France. Alors, donc les minorités noires américaines, les Américains diraient les Africains américains, et puis les minorités, la minorité amérindienne. Alors ces minorités, on m'a posé la question récemment, est-ce qu'on les oblige à être recrutés? Alors, je ne sais pas si je fais une erreur, je n'ai pas fait de recherche sur la question. En attendant, on sait que, et en particulier pour les Amérindiens qui à l'époque n'ont vraiment absolument aucun droit de citoyen, ne sont même pas considérés comme des citoyens américains, ils vont se faire recruter parce que, pour certains, ils pensent qu'ils vont pouvoir avoir des droits civiques, enfin, obtenir des droits civiques. Alors là, moi j'ai choisi ce portrait qui a été fait, alors c'est le soldat Henri Gouanel, qui est donc un soldat noir américain, qui a été représenté par Jonas. Jonas qui est donc un artiste français. Alors je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a une inscription en haut à droite de ce dessin. Jonas, c'est quelqu'un qui a représenté les soldats américains et qui, comment dirais-je, a marqué leur nom, leur adresse, etc. et a envoyé des dessins dans les familles. Donc ça, c'est pour ça qu'on a très souvent l'identification de la personne. Jonas, c'est également quelqu'un qui a publié beaucoup de dessins dans l'illustration, par exemple pendant la guerre, et au sortir de la guerre, en 1919, il édite un recueil qui va s'appeler « Les soldats américains ». Donc nous avons tout un fond de dessins, de lithographie de Jonas, et c'est très intéressant pour connaître un petit peu mieux les soldats américains. Alors là, moi j'ai choisi ce dessin parce qu'il représente un soldat noir américain dans une attitude quand même assez fière. C'est vraiment un portrait de soldat noir américain. Parce qu'on va avoir d'autres représentations de soldats noirs américains où on a quasiment des caricatures. C'est-à-dire qu'on est encore très influencé par la vision du noir qui est... on le présente à la limite parfois comme un clown. Tandis que là, c'est un vrai portrait, et c'est pour ça que j'ai voulu vous le montrer. Alors, les Noirs américains, on en a parlé tout à l'heure, je ne sais plus qui en a parlé. Donc, effectivement, les soldats blancs américains ne veulent pas se battre aux côtés des Noirs, ce qui veut dire que on va soit les envoyer dans des unités de soutien américaines, donc on les retrouve en particulier dans les ports, par exemple, ils ont des fonctions de docker ou autres, et sinon, on va les mettre sous commandement français, et par exemple, à Vaux-Agillon, vous avez l'unité, je ne sais plus si c'est la 369e ou la 370e, qui est une unité noire américaine qui se retrouve sous commandement français pour participer aux batailles. Là, vous avez une peinture de Bouchard qui représente un poilu français en train de prévenir des soldats qui, de fait, sont noirs, des soldats américains, de l'imminence d'une attaque du gaz. Donc ça, c'est pour exprimer le fait que pour les soldats français, alors j'imagine qu'il y a dû quand même y avoir des problèmes, enfin globalement on dit que pour les Français, ça posait pas trop de problèmes de combattre avec les Noirs américains. Donc là, on voit qu'il y a une amitié quand même, sinon ils ne les préviendraient pas. Et on sait également que... attendez, là, je ne peux pas le fil. Bon, ça me reviendra tout à l'heure. Oui, il faut quand même rappeler que les Français avaient l'habitude d'avoir des Noirs dans leur armée, puisque avec nos colonies, forcément. Voilà. Alors là, c'est donc du même numéro de la baïonnette de septembre 1917, une illustration qui s'intitule « Sur le sentier de la guerre ». Alors là, typiquement, on n'est pas du tout dans la représentation réaliste. C'est-à-dire qu'on va représenter l'Indien. Alors déjà, c'est une tribu particulière. Hein, en gros, ça va être un Oglala ou quelque chose comme ça. Et je ne suis pas du tout américaine, pas du tout indianiste.
Ça, c'est la représentation qui est issue de toute la tradition d'iconographie, comment les Français voient les Indiens à partir de la fin du XVIIIe siècle jusqu'à la fin du XIXe siècle, en passant par l'influence de Chateaubriand, Atala, Natchez, etc. À la fin du XVIIIe siècle, la représentation de l'Amérique, c'est un Indien assis sur un alligator. Après, on a donc l'influence de Chateaubriand, et à la fin du XIXe siècle, vous avez l'influence du show de Buffalo Bill, le Wild West Show, qui fait qu'on va représenter les Indiens plutôt comme des guerriers et combattants. Donc là, typiquement, c'est ce qui est représenté, et c'est toujours dans l'idée sur le sentier de la guerre, et on sait que les Indiens avaient quand même la réputation d'être des guerriers pas forcément sympathiques. Alors apparemment, il y aurait eu donc des... comment dirais-je, des Amérindiens qui effectivement auraient combattu sur une technique traditionnelle guerrière, mais normalement ils n'allaient pas se battre dans cette tenue-là dans les tranchées. Ça, c'est totalement irréaliste. Donc c'est une vision qui est quand même très très exotique du soldat américain. Alors évidemment, on en parle tout le temps. Les apports, ça va quand même créer, outre le fait qu'au lendemain de la guerre, toutes ces bases militaires américaines vont être très rapidement, après le traité de Versailles de 1919, fermées. Donc les bases vont être fermées, on va récupérer leur matériel, on va se servir du matériel. L'État français va racheter du matériel et va le distribuer, pour ce qui peut être encore réutilisé, dans les régions qui ont été dévastées par la guerre, ce qui veut dire qu'on va déjà avoir une première influence, l'arrivée assez importante de produits américains dans quelques régions. On va également avoir l'apport culturel de la musique. Alors, le rag, c'est-à-dire l'ancêtre du jazz, alors en vérité, c'est une musique qui est déjà connue en France, mais dans certains milieux aisés, pas dans tous les milieux. Et la population française qui est en contact avec les bases américaines, avec les soldats américains, va découvrir, pour ceux qui savent jouer de la musique, parce qu'on parle tout le temps des Harlem Hellfighters. Les Harlem Hellfighters, c'était une unité noire américaine qui avait été créée plus particulièrement avec la population de Harlem qui arrive et qui bénéficiait de la présence d'un orchestre, mais ce n'est pas le seul orchestre qui a existé pendant la guerre. Et effectivement, la population, comme les Noirs américains sont en contact avec la population, ils vont organiser des concerts, plus particulièrement après la fin de la guerre d'ailleurs, et les Français vont découvrir ce genre de choses. Là, je vous montre par exemple un dessin de... Donc avant, c'était un dessin de Jean Hugo, qui, j'ai oublié de vous le préciser tout à l'heure, comme il était interprète, il a été intégré... Donc attendez, on va partir en arrière si j'y arrive. Voilà. Jean Hugo, comme il était interprète, il a été intégré directement dans une unité américaine, ce qui veut dire qu'il a peint au quotidien ce qu'il voyait dans l'unité américaine. Il était vraiment au plus proche des Américains. D'ailleurs, tout à l'heure, ce que je vous ai montré, le soldat cow-boy, c'est à Gondrecourt en 1917. Gondrecourt, où il y avait donc une installation massive d'Américains. Là, vous voyez à gauche un dessin au fusain de Jonas. Jonas qui représente quoi? Des défilés, la participation de musiciens américains à des défilés, des représentations plus ou moins officielles françaises. Ça permet de rappeler que, par exemple, l'orchestre des Harlem Hellfighters, en attendant d'aller au combat, puisque pendant toute l'année 1917, là je ne vous parle pas de combat, parce qu'en 1917, les Américains ne vont pas se battre, ils ne sont pas encore formés, on ne les envoie pas encore au combat. Donc l'orchestre des Harlem Hellfighters, on leur fait faire des concerts dans toute la France. Ils vont donner des concerts à Paris, à Nantes, à Bordeaux, je ne sais pas s'ils vont dans le sud de la France, je ne me souviens plus. Et c'est ce que Jonas... enfin, je ne sais pas s'ils les représentent eux, mais en attendant, ça y ressemble fort. Au lendemain de la guerre, les concerts se poursuivent, et là, vous avez à droite une photographie du Comité américain pour les régions dévastées, organisation qui a été créée par Anne Morgan à partir de mars 1918, fin 1918, à Blérancourt et autour pour la reconstruction du département de l'Aisne. Et on voit donc des soldats américains, ils sont démobilisés, donc ils s'occupent en donnant entre autres des concerts à la population, et là ils sont en train de s'occuper d'enfants. Vous avez également les sports.
Donc bien évidemment, là je pense que je vous apprends pas grand-chose. Les matchs de foot, de basketball, de boxe, etc., qui sont organisés par les soldats américains, ce qui va permettre à différents villages, au lendemain de la guerre, il y a différents villages qui continuent d'organiser des matchs de football. Par contre, le baseball, apparemment, ça n'a pas pris du tout, c'est trop compliqué. Donc là, vous avez... Oui, c'est ce que je dis en général. Et là, vous avez un dessin de Jonas qui représente donc 2 soldats américains des forces de soutien, enfin des unités de soutien plutôt, qui sont en train de faire un match de boxe. Alors, la boxe, ça existait en France, hein, c'était la boxe à la française, et puis sinon les boxes... je ne sais pas si la boxe avec les gants, ça existait déjà, mais enfin là, vous voyez, c'est un match de boxe à main nue. Voilà. Donc, je termine très très vite. J'ai plus que 3 diapos, donc ça c'est juste pour dire que en 1917 les Américains ne se battent pas, et en 1918, après leur formation, leur entraînement, il va y avoir quelques batailles décisives. Donc là je vous montre un dessin qui représente une barrière à Château-Thierry. Château-Thierry, donc c'est les Américains qui permettent de faire sauter le verrou de Château-Thierry. Et après-guerre, donc la France et les Américains, première diffusion des films, puisque le cinéma français a été durablement fragilisé par la guerre, un apport de matériel et de produits américains, notamment le rachat des stocks des bases américaines, mais enfin tout n'était pas réutilisable, et puis un marquage du territoire avec, dans le nord de la France particulièrement, la mise en place de cimetières qui sont des véritables territoires américains, puisque la France donne les terres aux États-Unis, des monuments américains et des commémorations. Donc à gauche, vous avez un projet de pont sur la Marne qui serait donné par l'Amérique à la France, et à droite, vous avez un projet par l'architecte Alexandre, qui était un architecte du gouvernement français, pour le mémorial à l'escadrille Lafayette, puisque finalement, ce qui est encore le plus connu, et encore pas par tout le monde, en France, c'est l'escadrille Lafayette. Voilà, j'en terminerai avec une photo. Ça, c'est une commémoration après-guerre sur la tombe du pilote Rockwell de l'escadrille Lafayette, ce qui vous montre que quelques années après la guerre, on continue de commémorer quelques très spécifiques soldats américains. Voilà, et puis je vous montre donc le musée franco-américain dans sa forme actuelle, avec l'extension. Vous voyez, c'est le bâtiment un petit peu contemporain. Et j'espère vous voir très bientôt au musée franco-américain de Blérancourt. Je vous remercie pour votre attention.